et ça a été une décision aussi des Nations Unies, de mettre en place un processus de décolonisation. Donc ça s'est posé partout, et la France, notamment la France du général de Gaulle, a décidé de faire ce choix, de dire on va décoloniser, mais avec un objectif qui était propre à la France. Décoloniser pour la France, décoloniser l'Afrique pour la France, c'était aussi préparer la possibilité d'avoir des alliés importants dans les votes aux Nations Unies. La plupart des pays africains qui devenaient indépendants devenaient des alliés aussi de la France dans les décisions aux Nations Unies. Alors à ce moment-là, les Comores avaient ce choix. C'était un discours du général de Gaulle en 1958, après une conférence qui a eu lieu en avril 1958 à Brazzaville. Il a fait un discours en août 1958 pour dire que ceux qui veulent choisir l'indépendance doivent le choisir. Ils doivent choisir cette indépendance, mais avec deux options. Il a proposé deux options. Ou on veut une indépendance immédiate, sans aucune relation avec la France, et il n'y aura aucune aide. Ou une indépendance dans l'amitié et la coopération. Bien entendu, le choix était rapide. La plupart ont fait dans l'amitié et la coopération, sauf, tout le monde le sait, la Guinée-Conakry. Il y a 3 Guinées. La Guinée-Conakry, elle a dit, ben non, vous partez. Et puis c'est tout. Avec le slogan, vaut mieux être même pauvre, mais dans la liberté, que avoir du beurre dans l'esclavage. Donc c'était un peu ce choix-là qu'a été fait la Guinée. Alors vous allez l'apprendre peut-être, c'est à cette occasion-là qu'on a eu une radio aux Comores. Radio Comores est née de ça. Lorsque la Guinée a dit vous partez, la France a enlevé tout, y compris le goudron, y compris tout. Il ne restait plus rien en Guinée. Et la radio a été enlevée, elle a été envoyée à Mayotte. C'est la première fois qu'il y a eu une radio aux Comores. Alors quel a été le choix des autorités comoriennes? Il s'est posé un débat, comme partout, prenons l'indépendance ou pas. Le choix était de ne pas prendre l'indépendance et d'avoir une autre solution qu'on a appelée l'autonomie interne. Alors, ça n'a jamais été officiel, mais les analystes disent que les Comores sont estimés, les autorités comoriennes ont estimé qu'on était tellement en retard qu'il valait mieux rester encore sous la colonisation française pour pouvoir faire un développement. Et ce développement, c'était un calcul, c'est pour ça que je dis que ça n'a jamais été officiel, que comme la plupart des pays deviennent indépendants, ben le budget de l'outre-mer, on ne sera pas nombreux à le partager. Il y aura moins de pays à partager le budget de l'outre-mer, donc on aura un peu plus pour le développement, ce qui était complètement faux. Puisque, à ce moment-là, la France a plutôt développé ce qu'on appelait le ministère de la coopération. L'argent de l'outre-mer a été partagé et même développé davantage dans tout ce qui était coopération que dans ce qui était outre-mer, dont on voit que même jusqu'à maintenant, ce sont des débats qui se posent en Guadeloupe, en Martinique et ailleurs. Mais nous sommes restés durant cette période. Sauf qu'il y avait l'imprévu. L'imprévu, ce sont vos prédécesseurs, nos prédécesseurs, c'est-à-dire la diaspora. La diaspora comorienne n'a pas accepté ce choix. La diaspora comorienne, elle était basée en Tanzanie et à Madagascar. Madagascar a pris l'indépendance en 1960. Donc les Comoriens qui vivaient à Madagascar ne comprenaient pas pourquoi nous, on restait colonie alors qu'ils vivaient dans le pays déjà devenu indépendant. En Tanzanie, ça a été le centre de beaucoup de mouvements de libération nationale, avec l'appui du président Nyerere. Donc les Comoriens qui étaient en Tanzanie ont suivi le processus des mouvements de libération qui étaient en Afrique et ont créé ce qu'on appelait, ce qui a été le Molinaco, Mouvement de libération nationale des Comores.
Donc le Molinako était essentiellement en Tanzanie et à Madagascar, avec une radio qui diffusait les idées indépendantistes que l'on pouvait suivre au Comores. Et de là aussi est né au Comores des élites qui ont commencé à choisir l'indépendance. À ce moment-là, ce n'était pas seulement essentiellement des politiques. Je vais tourner vers madame pour vous dire que vous serez étonné qu'en 1960, il y a une dame comorienne qui est partie à New York pour aller réclamer l'indépendance. Une femme qui n'était qu'une commerçante et qui n'a jamais cherché à faire de la politique. Elle s'appelait madame Sakina. Et quand après l'indépendance, elle n'a jamais cherché à faire de la politique. Elle avait juste un magasin. Elle s'occupait de son magasin. Je crois que madame Salha pouvait dire le nom du magasin. Bon chic, bon genre. Elle s'occupait de sa vie. Il y avait aussi une personnalité dont personne n'aurait jamais pensé qu'il faisait de la politique, qui était un poète, qui était un homme religieux aussi, un notable. Par exemple, Youssouf Abdoulali, qui est parti aussi à New York. Ils ont travaillé ensemble? Oui, c'était une délégation qu'ils ont fait. C'était pas pour des raisons politiques, pour avoir le pouvoir. C'était pour réclamer l'indépendance. Il y a un troisième, qui s'appelait Ali Mohamed Chami. Il y en a beaucoup, hein, je ne vais pas pouvoir tous les citer. Lui avait plutôt un projet qui ressemblait un peu à celui de Gandhi, en Inde. Lui, il voulait créer des marais salants. Il voulait qu'on produise notre propre sel, en disant, nous avons des îles, pourquoi on doit importer du sel? Mais l'autorité française lui a refusé l'autorisation de créer des marais salants. Il est devenu indépendantiste. Vous voyez un peu comment ce que dire la société civile qui a démarré, et sur cette base-là, les hommes politiques allaient s'y mettre avec un événement qui est arrivé, un événement en 1968. 1968, je parle toujours pour ceux qui n'étaient pas au courant, parce que la plupart de ceux qui sont devant moi, je pense qu'ils ont suivi cette histoire. Vous allez me rappeler le temps. Il y a eu un accident d'avion à Moroni, l'ancien aéroport qu'on appelait Moroni-Ikoni. Un accident d'avion. La plupart, hélas, des gens qui étaient là sont décédés. Mais il y a eu un journaliste de l'ORTF, l'Office de radio-télévision française, qui a déclaré que les gens qui sont allés devant l'accident, ils ont fait les poches des morts. Ils ont fait les poches des morts. Madame Sola me rappelle que c'est les étudiants. Mais en fait, c'est aussi parce que ce sont les étudiants qui sont allés en premier. Parce que l'accident à Moroni-Ikoni, c'est juste à côté du lycée Saïd Mohamed. Donc les jeunes et les lycéens sont allés pour secourir les victimes de l'accident. Et le journaliste, qui s'appelait André Sabas, dit qu'ils sont allés voler les gens qui étaient victimes de cet accident. Bien entendu, c'était mal parti pour lui. Parce que les seuls qui ont compris ce qu'il a dit, c'était justement du lycéen. C'était les seuls qui parlaient français vraiment dans la jeunesse. Et ils se sont révoltés. Ils ont dit que si on nous apprend le français pour nous insulter, ben on n'en veut plus. On ne veut plus apprendre le français. Ils ont quitté le lycée, ils ont fait ce qu'on a appelé le maquis. Ils sont allés vivre dans les villages, notamment Imani, Ouachili et Hamahame. Ils ont vécu là pendant 3 mois, en dehors de tout système éducatif. Mais, paradoxalement, ils se sont mis à alphabétiser la population. Et pendant cette période, notamment dans la ville de Mbeni, ils ont été accueillis, nourris, pendant 3 mois, tout en faisant ces cours d'alphabétisation. Un jour, ils ont fait quelque chose que nous qui sommes là ne sommes plus capables de faire. Ils sont retournés au lycée. Un jour, on dit bon, c'est fini. Je dois préciser que les gens qui allaient arriver à aller au lycée à cette époque-là, c'était des gens dont les familles avaient les moyens qu'ils puissent faire des études. C'était pas tout le monde qui peut arriver à aller jusqu'au lycée. Donc eux, les familles
commencé à faire pression sur le gouvernement pour que cette affaire-là puisse s'arrêter, que les enfants puissent retrouver le lycée, et faire pression aussi vers les élèves. Je précise aussi, j'aime bien le préciser, que parmi les grévistes, il y avait des filles, il n'y avait pas que des garçons. Et le jour où ils ont repris le cours au lycée, ils ont fait ce que j'ai dit que nous, je ne pense pas que nous sommes capables de le faire. C'est une provocation que je fais. C'est qu'ils ont dit, on reprend les cours. Ils se sont mis d'accord qu'à 10 heures, à la récréation, ils vont tout casser. Et personne n'a su ce qui allait se passer. Ils ont repris les cours, à 10 heures, ils ont cassé tout le lycée. Ils ont tabassé les élèves qui n'ont pas fait grève, ils ont tabassé les profs, qui étaient, la plupart d'entre eux, c'était des blancs. Ils ont tabassé jusqu'au proviseur. Ils ont dit, on n'en veut plus de cet enseignement. Vous imaginez ça. Ils ont sauvé une seule chose, ils ont décidé de ne pas toucher le laboratoire scientifique. Mais on ne touche pas le laboratoire scientifique. Mais vous imaginez ce que ça représente. Ça a été tellement violent, tellement compliqué pour tout l'ensemble du système institutionnel qu'il a fallu que la Légion étrangère de la Réunion débarque à Moroni pour mettre de l'ordre, comme ils ont dit. Le lycée était devenu une prison. Ils étaient emprisonnés. Jusqu'à ce que le Moufti, non, il n'était pas encore Moufti à l'époque, le Qadi Saïd Mohamed Abdurrahman, qui allait devenir Moufti, est venu devant le lycée, s'allonger par terre, pour dire qu'il faut qu'on libère nos enfants, qu'on arrête. Est-ce que vous imaginez un religieux aujourd'hui comme ça? Est-ce que vous imaginez des jeunes qui sont capables de faire quelque chose comme ça et de dire que personne ne va le savoir tant qu'on ne l'a pas fait? Ça m'étonnerait. On est devenus tous des bavards, même quand on veut préparer quelque chose de sérieux. Donc, ils ont été libérés à ce moment-là. Des trouillards. Soleil dit qu'on est devenus des trouillards. Mais en tout cas, ils ont été libérés à ce moment-là, après pas mal de torture, pas mal de passages à tabac, mais quelque chose d'assez exceptionnel aussi. Ça s'est passé au mois de mars, et on arrive jusqu'au mois de juin. Au mois de juin-juillet, il y a le bac. Apparemment, c'était des élèves très très intelligents, puisqu'ils ont quand même eu le bac. Un bac dont les épreuves étaient préparées en France. Ils n'étaient pas préparées au Comores. Ils ont réussi à avoir le bac. Et quand on avait le bac à l'époque, il y avait un passeport, un billet pour la France. C'était en 68. Alors ils arrivent ici pour la 68. Qu'est-ce qu'ils découvrent en France? La crème. Mais 68. Et ils ont dit, ben, c'est nous qui avions raison avant tout le monde. Ils sont devenus tous des révolutionnaires, maoïstes et tout ce que vous pouvez aller. Que le président Ahmed Abdallah à l'époque les a appelés les Kampuchéas. Vous savez ce que veut dire les Kampuchéas? C'est le nom officiel traditionnel du Cambodge, où il y avait déjà eu une révolution. Donc Ahmed Abdallah dit, oh là là, ça c'est des Kampuchéas, parce que voilà un peu pour cette histoire qui va nous amener à l'indépendance. Parce que à ce moment-là, il y a le Modinaco qui est en place. Les élites politiques comoriennes commencent à créer des partis politiques après cet événement de 68. Il y a eu le PASOKO, Parti socialiste des Comores. Il y a eu Objectif socialiste de l'avocat Abdelmajid. Et il y a eu bien entendu les partis classiques qui sont devenus le RDPC de Mouzawar Abdallah et l'UDC, ce qu'on appelait les Blancs et les Verts, pour aller de manière plus rapide. Le débat de l'indépendance a été ainsi lancé après l'événement de 68. Les étudiants ici réclamaient l'indépendance. Ils ont transformé une association ici qui s'appelait la SEC, qui s'occupait des problèmes des chambres des étudiants, des bourses, de ceci, de cela, les revendications sociales des étudiants, pour la transformer, cette association, en une organisation révolutionnaire qui réclame l'indépendance. Certains sont là toujours des militants révolutionnaires, d'autres sont passés à autre chose. Mais le processus a été lancé et les autorités locales qui jusque-là
ne réclamaient pas l'indépendance sont entrés dans le processus qu'il faut aller vers l'indépendance. Et ça nous a amené en 1972, un moment important. 1972, le ministre d'État chargé de l'Outre-mer de l'époque, qui allait devenir après un Premier ministre, M. Mesmer, est venu au Comores. Il a dit, je suis dans la logique du général de Gaulle, nous allons vous accorder l'indépendance si vous le souhaitez, et nous allons organiser un référendum, mais en laissant l'idée qu'il peut y avoir, chaque île peut choisir. 72, 73, il y a des négociations entre la France et les Comores pour l'indépendance, avec comme objectif l'indépendance le 1er janvier 1978. 5 ans pour préparer l'indépendance. En 1974, il y a eu, pas un référendum, mais une consultation. C'est important à retenir. On avait dit un référendum pour l'indépendance. Ça a été une consultation des populations des Comores. Vous voyez la différence entre un référendum d'un peuple et une consultation des populations. C'est-à-dire qu'on n'était pas considéré comme un seul peuple, mais c'était une manière d'ouvrir la perspective qu'une île, Mayotte, puisse choisir autre chose. Il faut bien retenir que la France ne voulait pas réellement l'indépendance des Comores. Pour vous donner un élément précis là-dessus, je vous dis, en Afrique, on a commencé à parler des indépendances en 1958, avec le discours de De Gaulle. Mais est-ce que vous imaginez qu'à cette période-là, le général De Gaulle a estimé important de venir au Comores? Est-ce que vous le saviez? Quoi? Que De Gaulle était venu au Comores? Oui. En 59? Le 9 août 1959, De Gaulle est venu au Comores pour discuter de cette histoire d'indépendance déjà. Vous voyez, si De Gaulle donnait de l'importance à venir au Comores, c'est que la France n'était pas réellement intéressée par l'idée d'indépendance pour l'archipel. Pourquoi? C'est que toute la période coloniale, c'était une période où la plupart des terres comoriennes appartenaient à des sociétés coloniales. Avec la période qui a été les discussions avec les sultans pour pouvoir s'installer. Et certains disent que c'est un botaniste, d'autres disent que c'était le jardinier du roi Louis-Philippe qui est venu au Comores et qui s'est approprié la plupart des terrains de Manio, et même les terres des populations étaient prises, ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure, que la population comorienne n'était pas du tout intéressée par la colonisation, puisque même les terres n'allaient plus nous appartenir, et les paysans se sont soulevés souvent par rapport à cela. Alors, 1974, il y a cette consultation. C'est, selon les normes internationales, tout territoire qui devient indépendant, l'ensemble du territoire devient indépendant. La logique française a été de dire, Mayotte a voté 63% contre l'indépendance, donc elle reste française. Même si le président français de l'époque, le président Valéry Giscard d'Estaing, avait dit qu'il n'y avait pas de raison à ce que Mayotte ne soit pas avec les autres îles. Mais les manipulations au sein du Parlement français ont fait que Mayotte a été mis de côté. Ce qui a été condamné par les Nations Unies, par l'Union africaine, par la Ligue des États arabes, par l'organisation de la conférence islamique. Toutes les organisations internationales considèrent Mayotte comme étant territoire comorien. Alors, comment ça s'est passé pour aller vite dans cette histoire, que l'on puisse en discuter? Aux Nations Unies, les choses telles qu'elles sont passées, il y a eu 2 moments. Il y a eu, la date est la plus proche de ce que nous faisons aujourd'hui, le 12 novembre 1975. Après la déclaration unilatérale du 6 juillet 1975, il y a eu le 12 novembre. Le 6 juillet 1975, je me permets à moi d'avancer cette position, que ceux qui nous ont sauvés, ce sont les Chinois. Quand il y a eu la déclaration d'indépendance unilatérale le 6 juillet 1975, le représentant de la France aux Comores avait décidé de décréter
un état d'urgence. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont voté l'indépendance allaient pouvoir être emprisonnés. Mais la Chine, de suite, a reconnu l'indépendance des Comores. Immédiatement, dès la proclamation de la déclaration unilatérale, la Chine a dit « Nous reconnaissons que les Comores sont un pays indépendant ». Du coup, le président Giscard a dit à son représentant Moroni « Arrêtez votre décret d'état d'urgence, ça ne peut pas marcher, nous allons nous trouver en confrontation avec des puissances internationales. » Et ça a été ainsi jusqu'au 12 novembre 1975. Entre-temps, il y a eu le coup d'État du 3 août 1975. Le gouvernement Ahmed Abdallah est parti, c'est notre gouvernement présidé par le prince Saïd Mohamed Jaafar. C'est lui avec sa délégation dont j'ai pu échanger récemment avec un des derniers qui sont encore vivants, et je l'ai dit pour les gens de Mitsameouli, puisque j'ai pu échanger avec M. Ali Touahir Keke il y a quelques jours, qui se trouve ici en France. Et ils sont allés présenter la demande d'admission des Comores aux Nations Unies. Donc la souveraineté nationale proclamée le 6 juillet devenait une souveraineté internationale. La position de la France à ce moment-là a été ambiguë. Et elle ne s'est pas opposée. La France n'a même pas voté. Ni pour, ni contre, ni même abstention. La France n'a pas voté. On ne savait pas très bien qu'est-ce qui allait se passer, mais il n'a pas voté. Par contre, on pourrait conclure que le président Giscard était toujours dans cette ligne que c'est l'indépendance, puisque son ministre des Affaires étrangères à l'époque s'appelait Louis de Guiringo, qui était à l'époque ambassadeur aux Nations Unies, était là, ne s'est pas prononcé, mais en revenant à Paris, il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Donc il n'a pas été sanctionné. Ça veut dire que le président, ici, ne s'était pas réellement opposé à cette idée même si la France ne voulait pas qu'on aille aux Nations Unies. À l'époque, il disait qu'il faut continuer à dialoguer, à discuter pour trouver des solutions, parce que c'était quand même pas honorable pour la France de se trouver devant une situation comme ça aux Nations Unies. C'est 12 novembre 1975, admission des Comores aux Nations Unies. Et puis, en janvier 1976, il y a un nouveau président, ce n'est plus Mohamed Jaafar, c'est le président Ali Sow. Et il y a un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies. Lui, il a choisi d'envoyer un imam. Tout le monde a été surpris. Il a envoyé l'imam Mounibara Kassed Omar Abdallah. La plupart des gens étaient étonnés de dire qu'on envoie un imam avec un djellaba pour aller parler des questions d'indépendance. Même les intellectuels comoriens ne le connaissaient pas, vraiment. C'est un de nos compatriotes, mais qui est né à Zanzibar, qui a fait tout son parcours à Zanzibar et en Angleterre, et aux États-Unis même, qui n'est arrivé au Comores qu'à l'âge de 50 ans. C'est quand il a atteint 50 ans qu'il est arrivé pour la première fois au Comores. Après ce qui s'est passé à Zanzibar, je passe sur cette parenthèse Zanzibar parce que ça ferait un grand détour là-dessus. Mais au Conseil de sécurité, il a fait son discours en anglais auprès du Conseil de sécurité. C'est quelqu'un qui avait un doctorat à Oxford. Vous imaginez un Comorien avec un doctorat à Oxford en 1963. Vous imaginez que c'était une autre planète, si je peux dire. Et c'est quelqu'un qui a fait des études de biologie, des études de droit, des études de pédagogie et des études de philosophie, tout en étant quelqu'un qui maîtrisait le Coran par cœur d'un bout à l'autre. Quand il a fait son discours, l'ambassadeur d'Angleterre s'est levé. Il a regardé l'ambassadeur de France, il a dit « Mais vous étiez là-bas pendant 150 ans et on veut nous parler en anglais ici ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Nous votons pour l'indépendance des Comores. Ça a suivi ainsi. Bien entendu, la plupart des pays africains étaient là. Et nous devons toujours, quels que soient les problèmes que nous pouvons avoir avec des voisins,
être toujours reconnaissant vis-à-vis de la Tanzanie, puisque l'ambassadeur de Tanzanie à l'époque, qui était là-bas aux Nations Unies, qui s'appelait Salim Ahmed Salim, a soutenu les Comores dans ce moment-là. On dit qu'il est comorien. Voilà. Nous. Non, c'est sa sœur qui est mariée par le cousin à Lina Somu. Voilà. Donc je sais que nous avons des liens familiaux, mais je ne sais pas si lui-même il est comorien. Par alliance. Voilà, par alliance, c'est possible. De la même manière que certains disent que la présidence Soulou est aussi des origines des Comores. Mais Zanzibar et les Comores, c'est tellement très proche que c'est une possibilité. Mais quand Salim Ahmed Salim se trouvait ambassadeur aux Nations Unies, avec un plus que Dieu a bien voulu nous faciliter. Je dis bien Dieu. Parce qu'au-delà du fait qu'il avait été diplomate, il était à ce moment-là président du groupe des ambassadeurs africains. Les Nations Unies fonctionnent comme ça. Chaque continent, chaque région a un groupe dans lequel ils se positionnent ensemble. Et cette année-là, ce moment-là, précisément, parce que c'est une présidence tournante de 1 mois seulement. Entre les ambassadeurs africains, chacun devenait président du groupe 1 mois seulement. Et c'est tombé que ce moment-là, c'était la Tanzanie. Alors il nous a facilité 2 choses. D'abord, c'est lui qui parlait au nom de toute l'Afrique. Donc il s'est engagé naturellement pour les Comores. Mais en plus, la délégation comorienne arrivée aux Nations Unies ne savait même pas où se mettre à part l'hôtel. Et lui, il avait 2 bureaux. Il avait le bureau de l'ambassade de Tanzanie et le bureau du groupe africain. Il a dit, ben moi je vais occuper mon ambassade de Tanzanie, je vous donne le bureau du groupe africain pour travailler. Donc ça nous a facilité ce travail-là. Et les Comores ont été admis par décision du Conseil de sécurité comme membres des Nations Unies. Alors, de ce processus-là, nous sommes restés avec la question de Mayotte. Pour les Nations Unies, pour l'ensemble des organisations de la communauté internationale, nous sommes indépendants, Mayotte comprise. Pour la France, ils disent qu'ils s'en remettent à la Constitution française, ils disent que pour qu'un territoire devienne indépendant, il faut que ce territoire vote. Donc, ce sont 2 logiques juridiques différentes. Mais dans le monde tel qu'il est conçu depuis 1945, tout droit national est soumis au droit international. Et la France, qui est membre du Conseil de sécurité, est censée faire respecter cette règle. Mais en même temps, la France, comme 5 grands États, je n'aime pas dire grandes nations parce que toutes les nations, pour moi, elles se valent. 5 grands États, ils ont le droit de veto. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas exercé. Jusqu'à présent, on est dans ce conflit-là, que le président Mitterrand avait dit qu'il s'agit d'un contentieux désagréable pour lequel il faut que nous trouvions une solution. Jusqu'à présent, nous n'avons pas une solution définitive sur cette question de Mayotte. Et M. Mitterrand, il a dit ça quand il était venu aux Comores en 1990, juste après l'élection du président Johar. Et je crois qu'on a fait une route qui s'appelle la route Mitterrand qui va en Brodjou. Mais Mitterrand, il était venu aux Comores aussi avant, quand il était ministre d'Outre-mer. Il était venu aux Comores, notamment à un moment où il y a eu un cyclone en juin, où il y a eu à peu près 400 morts, selon les évaluations. L'année dernière, si je me rappelle bien, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, on a eu le cyclone Chido à Mayotte. On ne sait même pas combien de morts sont recensés jusqu'à maintenant. On ne sait toujours pas. Le préfet avait dit plus de 1000. Après, on nous a dit une 50aine. Après, on ne sait pas très bien. Parce que la plupart des gens qui sont morts à Mayotte sont considérés comme étant des clandestins chez eux. Voilà ce que je pourrais dire sur cette histoire pour arriver à l'indépendance. Mais je vais retourner vers
encore une fois, Madame Sola et les dames qui sont ici, pour dire le combat pour l'indépendance. Juste une petite anecdote. Les femmes qui étaient membres du PASOKO, leurs maris, on leur a demandé de quitter le PASOKO. Vous n'avez pas à faire de militantisme politique. Ces femmes-là ont refusé. Ils ont dit, nous avons nos valeurs, nous avons nos convictions. Malheureusement, il y a eu des tolakas. Il y a eu des tolakas, il y a eu des répudiations. Alors à l'époque, les gens étaient tellement convaincus que le parti PASOKO leur a cherché des maris militants. Et ils se sont mariés avec les militants du PASOKO. Je vous remercie de votre attention. Donc, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette intervention qui était très riche et très importante sur notre histoire. Donc, et comme vous le savez, cet atelier a comme objectif de pouvoir réfléchir ensemble et d'échanger. Donc, je vais vous laisser la parole pour celles et ceux qui ont envie de poser des questions, qui ont envie d'intervenir. Voilà. Donc, voilà, Madame Sola. Bonjour tout le monde. D'abord, je voulais remercier à Monsieur l'ambassadeur de nous avoir éclairé par rapport à l'histoire des Comores, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on ignorait. On ne peut pas tout connaître et je pense que son expérience nous a servi à toutes les personnes qui sont présentes. On a pu apprendre beaucoup sur notre passé. Et en apprenant notre passé, c'est comme ça qu'on peut envisager l'avenir. Moi, je voulais juste ajouter quelques propos que j'ai recueillis auprès des ministres de l'Outre-mer de l'époque, Olivier Stirn. En fait, il m'a expliqué une anecdote. C'est que l'arrivée de Mesmer aux Comores, quand il est arrivé aux Comores, il est d'abord arrivé à Moroni. Et à partir de Aya, il a commencé à avoir des tomates et des œufs sur sa voiture. Et on disait, Mkolonalawi, Mkolonalawi. Donc, il est arrivé aux Comores et en arrivant à Mayotte, il a eu des colliers de jasmin. Et en fait, Giscard avait déjà eu un accord avec Ahmed Abdallah par rapport à l'indépendance. Parce que lui, il a eu ses voix, c'est-à-dire les voix des Comores, pour pouvoir accorder donc, la totalité de l'indépendance. Donc, c'est pour ça qu'il était un défenseur. Et en ce moment-là, c'était Alain Power qui était donc au Sénat. Alors, il a été appelé par Mesmer. Mesmer les a menacés parce qu'il était à l'époque président de l'Assemblée. Il leur a dit ceci. Il leur a dit, si vous ne faites pas les consultations il-parine, nous allons sanctionner le gouvernement. Donc, il a été mis dos au mur. Dos au mur. Et c'est pour ça que la consultation de 1976 a fait il-parine. C'est par rapport à cette arrivée de Mesmer qui a été donc accueilli triomphalement d'un côté et de l'autre. Voilà un peu. Ça, c'est ce qui m'a été livré par Olivier Stirn, qui était ministre à l'époque. Merci. Abdelkader. Tout d'abord, j'envoie ma grande sœur Sola pour remercier M. Solimon Mitsoli pour sa brillante exposé. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses sur les débuts de la revendication de notre indépendance. Toutefois, il y a une question qui me reste toujours en suspens, vous avez parlé du discours de De Gaulle. Moi, je me demande quelle a été la position de nos politiques de l'époque, parce que vous l'avez montré que la France n'avait pas voulu l'indépendance des Comores en réalité. Vous avez parlé ensuite de l'arrivée de De Gaulle. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu un discours menaçant du côté du colon français derrière ça? Et quel a été le discours des autres Comoriens, ceux qui voulaient l'indépendance, ceux qui ne se sentaient pas prêts, parce que vous l'avez montré aussi que nous sommes un peuple civilisé. Et puis vous avez parlé de l'époque des politiciens, des Comoriens qui sont partis dans les autres pays voisins, notamment la Tanzanie et Madagascar. Donc je voudrais savoir est-ce qu'ils avaient peur que nous ne pourrions pas assurer
l'administration comorienne. On n'est pas encore près de l'indépendance, où il y avait quelque part un autre discours derrière ça qui menaçait un peu le... Voilà, je ne sais pas si j'ai bien... Et pour finir, c'est juste une petite question pour savoir, quand vous avez parlé de la délégation comorienne qui partait aux Nations Unies. J'imagine à l'époque se déplacer des Comores de Moroni jusqu'à New York. Et puis, comme vous l'avez montré aussi que la France n'avait pas voulu, ne voyait pas d'un bon œil la participation des Comores aux Nations Unies, est-ce qu'il y a eu une aide quelque part d'un pays quelconque pour que cette délégation puisse se rendre à New York? Je vous remercie. Alors, nous allons prendre d'autres interventions avant que monsieur l'ambassadeur y réponde. Il y a madame la présidente de la CKU. Est-ce qu'il y avait une autre personne? Et après, ça sera à madame la présidente. Bonjour mesdames, messieurs. Vous m'excusez parce que je n'arrive pas à exprimer en français. Je vais parler comorien. Monsieur l'ambassadeur, histoire kao kuonesaro sous indépendance Comore avant la colonisation de la France, silo kamle shanga mjio haruma sualamil na unjia hizo mwana mayazi njezawa ka Mfaransa kaja kautsaha e Comore warenge independance suala ya handani dokaya et ma position à Comore warenge indépendance le 6 juillet 1975. Le 3 août 1975, Bob Denard a fait un coup d'État. Et sur Alain Kansi, est-ce que le coup d'État Bob Denard a fait le 3 août et Hakaurenga et Ezi, yani Kambajin, ou Hakaure récupère l'indépendance au Comore Wambawarenga. Parce que le 6 juin, le 3 août, même pas un mois, bafanya coup d'État. Swala ya pili ni uwazisa autorité politique. Atatsparo uzisa mlehemula Mohamed Zainab. Est-ce que si wa Comore ngasi indépendant ou quartier indépendant? Parce que pays yarenga indépendant wakansi wene akaya wa colonize wa hadisi wasinyi mkataba ukaya ngani indépendant. Mimi pandise histoire ya 68 amfikiruka ndomana zalwa tsikaba na mtiti shanga mjua histoire nchi ya Comore shami ngam amini ukaya si wa Comore karitsi indépendant officiel la si indépendant par Hanywanyi. Si demande nyinyi ma autorité watu mroneze dossier Mfaransa na Comore wasinye ukanga si indépendant. Parce qu'on est sa histoire zinjia que maintenant ngasina possibilité za ufanya shingo ngasina possibilité za ufanya jao jusqu'à maintenant karti na mbano ngoyo et 50 ans indépendance engasinda hubisi wa Comore. Donc mimi eswalangu ngio yabo ngamreje monsieur l'ambassadeur. Est-ce que Bob Denard coup d'État fanya le 3 août harenge yezi au haruda récupérer indépendance? Et amili est-ce que ngasi indépendance parce que ngamtsahononesi wa document Faransa na Comore wa signe ukaya c'est vrai ngasi indépendance? Moi je ne vois pas. On peut prendre une autre question, une cinquième. Bonjour à toutes et à tous, je suis Assanati Bakar, présidente de l'association communautaire, la communauté kwamanienne d'Europe. En fait, je ne vais pas m'étaler parce que ma question rejoint celle du monsieur. C'est que moi je suis présidente d'une association, une très grande association
de la communauté kwamanienne. On a réalisé pas mal de choses à Kwamani, dont un grand projet d'adduction d'eau de la région de l'Ouest-Chili. C'est un projet qui est très connu. Nous avons aidé à la construction de différentes infrastructures, notamment des écoles. On a une médiathèque qui a un coût. Et ben en fait, ma question c'est ça. C'est que on est indépendant, mais nous parlons de la diaspora parce que la majorité des Comoriens est ici en France. Nous sommes ici en France, mais nous pensons toujours aux Comores parce que on voit qu'il n'y a rien qui est développé. On ne voit pas qu'on est indépendant. Ma question c'est ça, c'est de nous projeter vers l'avenir. Mais quand est-ce qu'on va être indépendant? Comment nous allons pouvoir, au niveau économique, éducatif, j'ai plein de choses à dire. Et voilà, il faut qu'on voilà, on n'a pas d'autonomie. Et franchement, c'est compliqué. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. L'intervention a été très intéressante. On aurait pu vous écouter encore. Moi, j'ai constaté que la mémoire des femmes dans les luttes, elle est souvent marginalisée et vous avez fait l'effort de nous en parler. Vous avez cité Sakina, je suppose que c'est Sakina Ibrahim. Est-ce qu'il y a d'autres figures féminines qui ont participé à cette lutte ? Je vais essayer de répondre, mais je dirais qu'on est là pour un échange. C'est pour ça que j'ai dit que je ne voulais pas que ce soit académique. Chacun ici peut donner son avis sur sur notre histoire, qui est malheureusement pas encore vraiment écrite, ce qui ne permet pas que la transmission soit faite pour les différentes générations. Alors, je commencerai par Madame Sola qui a donné une information importante. C'est comment ça a été vécu du côté des autorités françaises. C'est vrai qu'il y avait un conflit au niveau français entre le président Giscard et son premier ministre Chirac, qui a fini par démissionner de son poste de premier ministre dans cette période-là. Donc il y avait les giscardiens et les gaullistes, si je peux le dire, qui se battaient au Parlement. Et il y avait cette menace de faire tomber le gouvernement Giscard. Et ils ont utilisé cette question de Mayotte. Le plus anecdotique, c'est que le jour où Chirac est venu aux Comores, il est passé à Mayotte, il est venu aux Comores, il est venu à Moroni, il a dit les Comores, vous êtes tous ensemble. Et il est allé d'abord à Mayotte. Il a dit Mayotte, je vous maintiens, vous êtes français. Et il est venu à Moroni, il a dit les Comores, vous êtes tous ensemble. Le journal de Mayotte à l'époque avait écrit Chirac menteur. C'est un peu cette situation. Alors, c'est vrai que la première grande manifestation anticoloniale s'est faite au moment où Mesmer était venu. Il a été vraiment impressionné de la volonté des Comoriens. Tout à l'heure, je parlais de ceux qui ont fait l'indépendance, se sont battus. Il y a Antsujini Alimsa qui avait lui, à l'époque, le représentant de la France habitait à Mrodjou, là où il y a le gouvernorat, la résidence du gouverneur actuellement, et où il y a eu le président Ali Soa. Vous imaginez un représentant de la France qui quitte sa résidence, qui traverse la route de Nsujini et qui tombe sur quelqu'un qui vient se mettre sur sa voiture pour dire Colonna là-haut. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient vraiment déterminés. Bien entendu, il a été après longtemps, il a été dû être emprisonné après s'être caché pendant des jours et des jours. Mais les gens étaient vraiment déterminés à avoir cette indépendance. Alors, c'est M. Mitterrand, dans un livre qui a écrit, dans un de ses livres,
qui a dit que pour l'indépendance des Comores, Ahmed Abdallah a négocié avec Giscard. Il a dit, je vous donnerai toutes les voies des Comores. Mitterrand, et après, Ahmed Abdallah est allé le dire à Mitterrand lui-même. Il a dit, je vous aime bien, mais moi j'ai déjà négocié avec Giscard pour avoir l'indépendance. Ça, c'est ce que Mitterrand a écrit. Les 300 000 voix comoriennes sont allées chez Giscard. À l'époque, pour être président en France, la différence était moins de 1 million de voix. Mais il y avait déjà 300 000 pour Giscard de la part des Comoriens. C'est ces élections de 74. C'est les Comoriens qui ont fait que Giscard est devenu président à ce moment-là. Donc ces éléments-là font que on s'interroge toujours sur le poids de l'électorat comorien. Vous imaginez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il faut qu'ils aient des élus à Mayotte. Mais si vous prenez en compte le nombre de Comoriens qui sont français et qui se décidaient de voter pour un tel, vous imaginez ce que ça peut poser dans la politique française. Mais la plupart des Comoriens, même quand ils sont ici, ils ne votent pas. Alors qu'ils sont français. Il semble que quand il y a le jour d'un vote un dimanche, il y a aussi des harous, il y a des machous. Donc on ne va pas réellement voter, on est ailleurs. Bon, ça c'était le côté des anecdotes, des choses qui sont passées. Mais entre Mitterrand et Ahmed Abdallah, il y a eu autre chose. Un jour, peut-être que tout le monde sait qu'un jour, le général de Gaulle a voulu être assassiné. Et c'est ça qui a créé, qu'il y a aussi... À Clamart. C'est ce fait qu'à partir de cette date-là, il y a une élection présidentielle directe. Avant, ce n'était pas une élection présidentielle directe. Mais avec Mitterrand, il semble qu'un jour, quelqu'un a été chargé de tuer Mitterrand, de l'assassiner. Alors, il y a un débat dans l'histoire, un débat entre les journalistes là-dessus. Mais il semble que la personne chargée de tuer Mitterrand est allée lui dire qu'on m'a chargé de te tuer. Et Mitterrand lui a dit, fais semblant que tu vas me tuer. Fais semblant. Et le jour où il devait aller le tuer, tirer n'importe comment, mais la voiture qui était là plus proche du lieu, du côté de Luxembourg, le jardin du Luxembourg, il y avait la voiture d'Ahmed Abdallah. Et il est allé monter dans la voiture d'Ahmed Abdallah, il a pu se sauver. Il a toujours dit, c'est Ahmed Abdallah qui m'a sauvé. Alors l'histoire entre la France et les Comores, vous voyez qu'on peut en trouver tellement des choses, mais la question qu'on se pose, pourquoi après Ahmed Abdallah a été assassiné? Ça c'est la question, pourquoi? Parce que il a été assassiné au moment justement où Mitterrand est président. Par rapport à la question que vous posez sur nous sommes indépendants ou pas, et Bob Denard. D'abord, c'est pas Bob Denard qui a fait le coup du 3 août. Le 3 août a été fait par Ali Soali, des anciens militaires comoriens, qui étaient dans l'armée française avant. On peut en citer quelques-uns qui étaient là-dedans. Au camp de la gendarmerie, il y avait le colonel Moualim Dioussouf, qui était un ancien militaire. C'est lui qui avait la responsabilité des armes au camp, ce qui est devenu le CNDRS aujourd'hui. D'ailleurs, pendant tout le règne d'Ahmed Abdallah, de 78 à 89, quand il était président, il n'avait jamais accepté que le colonel Moualim fasse un quelconque travail dans l'administration comorienne, et encore moins dans l'armée. Il ne travaillait qu'aux hydrocarbures avec le colonel Gradabi, qui c'était son ami. Il y avait à Ikoni le lieutenant Soudjaï, qui est l'ancien militaire, il était avec Ali Soali. Il y avait monsieur que nous appelons tous par sympathie, Abdou Ndevou,
qui était un ancien de la marine française, qui était aussi avec Ali Soili. Ce sont ceux-là qui ont permis à ce qu'il y ait un coup d'État. Parce qu'on dit, Ali Soili a juste tiré un coup en l'air et c'est devenu un coup d'État. Ce n'est pas possible. C'est que l'armée comorienne qui était à la gendarmerie, ce ne sont pas 3, 4, 5 personnes qui auraient pu les battre alors que c'était des militaires. Mais ils n'avaient pas les clés de l'armurerie. Et il y avait des militaires en face d'eux qui avaient des armes. C'est comme ça que le coup d'État s'est passé. Le 3 août. Avec la bénédiction des légionnaires. Alors maintenant, ce moment-là, ça faisait même pas un mois. L'armée française était toujours aux Comores. La gendarmerie, la légion des légionnaires, des représentants de l'armée française étaient là, ils n'ont rien fait. S'ils avaient voulu bloquer ça. D'ailleurs, Ahmed Abdallah, quand il a fait la déclaration du 6 juillet, il avait fait une interview à Jeune Afrique, qu'on peut trouver à Jeune Afrique, en disant Ali Soili, il est en France, il est en train de préparer un coup d'État. Donc, il est clair que après le 6 juillet, c'était une gifle pour la France. Pour la France, ça leur convenait qu'il y ait un coup d'État qui fait partir ce pouvoir-là pour remettre les choses en place. Mais le deuxième coup d'État, ce n'est pas celui-là de Bob Denard. Le deuxième coup d'État, c'est ce qui s'est passé à Mayotte. Après le 6 juillet, ceux qui ne voulaient pas l'indépendance à Mayotte, ils sont allés prendre la préfecture à Mayotte. C'était M. Ali Hassan Ali qui était préfet à Mayotte. Ils l'ont viré, ils ont pris tout ce qui est présence militaire à Mayotte et tout ce qui était indépendantiste. On les a fait partir de Mayotte. Et ceux qui sont restés à Mayotte, on les a obligés pour rester à Mayotte de payer chacun l'équivalent d'un bœuf pour pouvoir rester à Mayotte. Ça, c'est un vrai coup d'État qui s'est passé. Donc, il y a un coup d'État, si on peut dire une déclaration d'indépendance le 6 juillet. Avant d'arriver au 3 août, il y a eu un coup d'État à Mayotte. Et puis, il y a eu le 3 août. Maintenant, est-ce que nous sommes devenus indépendants? On peut dire que du point de vue juridique, on est indépendant parce que c'est reconnu par les Nations Unies. Même si la France, ne veut pas, ça ne compte plus. C'est une décision des Nations Unies. Mais est-ce que dans la réalité, nous sommes devenus des gens indépendants? Nous n'avons pas pris la voie qui permet réellement de s'assumer totalement. La classe politique comorienne, je rappelle qu'il y a une partie de la classe politique comorienne ne voulait pas de l'indépendance. Et elle s'est mise à l'indépendance quand le modèle de Nkolonalao est devenu absolument impossible à mettre en cause. C'était devenu le modèle le plus important au pays. Même si le PASOKO, en élection, n'atteignait pas 5%. Il n'arrivait pas à dépasser 5%, alors que c'était le parti qui réclamait l'indépendance. Mais la population elle-même voulait l'indépendance. Mais on voulait l'indépendance avec ce qu'on peut dire des hautes personnalités, comme Saïd Mohamed Cheikh, comme Saïd Ibrahim, comme Saïd Mohamed Jaffa. C'était dans notre tradition. On voulait toujours se référer à ces personnalités. Alors, est-ce que De Gaulle avait fait pression? Moi, je dis que De Gaulle ne s'est pas déplacé de France pour venir au Comores pour dire oui, j'aime bien que vous soyez indépendant. Il aurait pu passer un coup de fil et puis ça suffit. Et il faisait une tournée en Afrique et il a choisi de venir au Comores. Et pourquoi? Je pense qu'il ne voulait pas l'indépendance. D'abord, ce que nous ne prenons pas sérieusement en compte, c'est notre place sur le canal de Mozambique. Le canal de Mozambique, c'est nous qui avons la clé du canal de Mozambique. C'est nous qui sommes au milieu du canal de Mozambique. Et pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée du canal de Suez, jusqu'à là, tout ce qui permettait d'avoir du commerce entre l'Europe jusqu'à l'Asie, ça passe devant chez nous. J'ai rencontré il y a 8 ans de ça, un professeur d'université américain,
spécialiste de géostratégie, que je vais venir faire une conférence à Mvuni, à l'université de Mvuni. Il m'a dit ce que nous ne savons pas, c'est que chaque année, il y a au moins 5000 bateaux militaires qui passent devant chez nous. Chaque année, 5000 bateaux qui font entre l'Europe et l'Asie. Et il m'a dit que si on veut au moins en tirer quelque chose, c'est qu'on aurait été capable de leur vendre du pétrole. Mais nous, on ne réfléchit pas à ces questions-là. Et ça continue. C'est étonnant, mais les Seychelles et Djibouti en tirent profit plus que nous, alors que ça passe devant chez nous. Alors, dans cette perspective de se dire, nous avons le canal de Mozambique, c'est nous qui avons la clé, et nous avons le pétrole. Alors, pour cette question du pétrole, dont on n'en parle presque plus, excusez-moi, j'aime bien dire des anecdotes, de petites choses. Le professeur américain que j'avais amené à l'université de Mvuni était venu avec sa femme, qui est une Eurasienne, moitié chinoise, moitié blanche. Elle est venue avec une jupette. Pendant qu'elle faisait la conférence, son mari a fait la conférence. Après, il a dit, est-ce que je peux dire un mot? La dame. Il a dit, pendant que mon mari faisait la conférence, j'ai constaté que les étudiants ne regardaient que mes jambes. Alors vous êtes des étudiants, vous êtes là pour produire l'intelligence de ce pays. Et moi, j'ai fait exprès de venir avec ma jupette. Mais moi, je suis psychologue en vision... en vision des publics. Donc, j'étais là pour vous regarder. Alors, messieurs les étudiants, messieurs les madames, regardez ce qu'il y a dans votre tête et pas dans mes jambes. Parce que nous ne voulons pas réellement développer la réflexion. Alors, maintenant, sur ce cas de pétrole, il y a une thèse dont on ne nous parlons jamais. Que nous ayons du pétrole et du gaz, ça ne se discute plus. Mais ce sont les premières personnes qui ont parlé du pétrole chez nous. Parmi eux, il y avait un imam, Abdou Samad. Un imam qui, lui, a été la personne qui a enseigné le Coran au Hassan II. Est-ce que tu sais alors que tu as fait des études au Maroc? C'est lui qui a enseigné le Coran à Hassan II quand son père était en exil à Madagascar. Et depuis, pendant tout ce temps, chaque année, le Maroc lui payait un pèlerinage, payait des bourses pour ses études, etc. Parce que quand il enseignait le Coran à Hassan II, les Comoriens qui étaient à Madagascar sont allés voir Mohamed V pour dire « c'est vous notre roi ». Alors qu'on était sous colonie française. Mais c'est ce monsieur, Abdou Samad, qui est venu dire « on a du pétrole ». Et comment il l'a su? Il a pris où? Alors, il y a une thèse sur laquelle les gens disent que c'est du complotisme, ils disent que c'est vrai. C'est que la question du pétrole dans la région était connue avant la Deuxième Guerre mondiale. On savait que dans notre région, il y avait du pétrole. Et au moment de la guerre, les Anglais avaient pris Madagascar, puisque la France avait perdu la guerre. Les Anglais avaient pris Madagascar pour empêcher que les Allemands n'aillent s'installer. À ce moment-là, en tout temps, mon médecin qui est venu vivre en exil à Madagascar. Et au moment où les Anglais quittaient Madagascar pour que la France reprenne Madagascar, l'hypothèse c'est que les Anglais avaient déjà les plans de tout ce qui est pétrole dans la région et ils l'ont donné aux Malgaches. Vous savez qu'à ce moment-là, il y a eu un massacre de tous les leaders politiques malgaches. C'était une répression très féroce qui est jusqu'à maintenant mise dans les archives secrètes de la France. Bon, on dit qu'à un moment donné, ça va être déclassifié pour que les gens sachent.
parce que c'est un massacre énorme qui a été fait, à tel point que des leaders ont été mis dans des avions, on les a jetés en l'air. Ils ont ainsi disparu. C'est ces enjeux de pétrole avant l'indépendance de Madagascar. Mais il se peut que ces plans soient arrivés dans les mains de Mohamed V, quand il était en exil. Et c'est peut-être là qu'Abdou Samad aurait eu cette information qu'il y a du pétrole au Comores. Parce qu'il n'y a aucune explication qu'un imam sache qu'il y avait du pétrole. Alors, du moment qu'on a cette information que nous avons du pétrole, que nous sommes sur le canal de Mozambique, nous avons la clé pour passer devant le canal de Mozambique. Si nous décidons de barrer le canal de Mozambique, personne ne peut pas passer. Aujourd'hui, 30% du pétrole mondial passe devant le canal de Mozambique, donc il passe devant le Comores. Et nous avons à côté de nous le Mozambique. Les derniers événements de Mozambique, qu'on a appelé les djihadistes, selon les Nations Unies, il y a eu 12 Comoriens. Officiellement, selon les Nations Unies, il y a eu 12 Comoriens dans le djihadisme au Mozambique. Donc il y a des choses qui se font, qui se passent au-dessus de nous, que nous ne maîtrisons pas du tout, et sur lesquelles nous ne sommes pas préparés. Mais l'indépendance, on peut la développer de différentes manières. Dans mon parcours d'ambassadeur, j'ai vu 2 petits pays qui ont réussi à faire un développement dont personne ne peut imaginer dans notre pays, malheureusement. Singapour, tout le monde pense que c'est un grand pays. Mais je pense que les Comoriens ne savent pas que Singapour, c'est une île qui part de Fumbuni, qui s'arrête en Tsaweli, c'est fini. C'est pas plus grand que ça. Le territoire de Singapour, Fumbuni, Tsaweli, ça n'arrive pas à Mitsamioudi. C'est un petit pays, le Singapour. Mais ils sont presque 6 millions d'habitants là-dedans. Et nous, on est autour du million, on dit qu'on est déjà surpeuplé. Non, 800 000. Mais bon, bien sûr, quand on dit on est 800 000, on ne compte pas ceux qui sont à Mayotte. Et quand vous mettez ceux qui sont à Mayotte, on a dépassé le million. Quand on met les 400 000 qui sont en France, on est 1,5 million. Quand on rajoute ceux qui sont en Tanzanie, qu'on rajoute ceux qui sont à Madagascar, qu'on rajoute, etc. En fait, les Comoriens, on n'est pas moins de 2 millions de personnes dans le monde, dans ce monde dans lequel nous vivons. Mais nous acceptons qu'on nous calcule que nous sommes 800 000, et à chaque fois que nous faisons un projet mondial, international, c'est pour 800 000 habitants. Mais nous ne voulons pas réfléchir sur la manière de développer un pays. Pourquoi Singapour a réussi? Singapour s'est dit, notre richesse, c'est la mer. Ils ont le 3e port mondial. Je suis allé voir et j'ai vu comment ce qu'ils ont fait. Et c'est des choses que nous sommes capables de faire. Je prendrai une deuxième île, une petite île de 100 000 habitants, qui est dans les Caraïbes. Et ils ne sont pas encore indépendants, ils ont une autonomie interne. Mais ils ont un premier ministre. C'est une ancienne colonie hollandaise. Ils sont 100 000 habitants, ils ont fait un programme pour que chaque mois, ils aient 100 000 touristes. Alors cela, vous me permettez, ce jour où j'ai vu cette île-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que il y a la même configuration que Mitsamiouli. J'espère qu'il y a des gens de Mitsamiouli qui l'ont visité. C'est comme si vous sortez de Planète Plage et vous arrivez à Maloudia. C'est la même chose. Mais sur cette zone-là, il y a 20 hôtels de 1000 chambres. Chaque hôtel, 1000 chambres. Ils ont développé ce tourisme-là avec une obligation pour toute personne qui fait un hôtel là-bas. À Aruba. Et chaque personne qui vient faire un hôtel, il prend un engagement, il met de l'énergie solaire, il s'occupe des ordures qu'on transforme en biogaz. Et ils ont tellement développé l'énergie
sur cette petite île, chaque année, les Nations Unies, c'est comme ça que j'ai pu y aller, chaque année, ils demandent à recevoir des ambassadeurs du monde entier pour leur montrer ce qu'ils font. Ils font mieux que leur capitale, Amsterdam, dans leur développement. La seule chose qu'ils n'ont pas fait là-bas, c'est l'université. Ils ont dit l'université, nos étudiants peuvent aller apprendre partout. Et nous, ils ont autonomie interne. Mais la différence entre le système colonial français et le système colonial de la Hollande, j'étais étonné. Quand on est sorti de Aruba, on a été reçu aussi au Palais Royal d'Amsterdam. J'étais étonné par deux choses. Le maire de la deuxième grande ville de Hollande s'appelle Abou Talib. Est-ce que vous imaginez ça en France? Abou Talib, il s'appelle Abou Talib, c'est marocain. Le deuxième, Rotterdam, le maire, c'est un marocain. Et il a obtenu ce poste-là parce qu'il est spécialiste d'hydrologie. Et la Hollande, c'est un pays tellement bas, on appelle les Pays-Bas, qu'ils avaient besoin de gens qui savent bien gérer ces questions d'hydraulique. Et il a présenté ça, il a été élu maire de Rotterdam. La deuxième chose, c'est que dans leur façon de faire, lorsque nous avons été reçus au palais du roi d'Amsterdam, il y avait le premier ministre de Hollande et le premier ministre d'Aruba et le premier ministre de Curaçao, les petites îles qu'ils ont, ils ont tous des premiers ministres. Il y avait le ministre des Affaires étrangères et celui qui a fait le discours, ce n'était pas le premier ministre de Hollande pour accueillir les diplomates, c'était le premier ministre de Curaçao, le premier ministre d'une petite île qui pouvait faire le discours diplomatique, alors qu'ici vous ne pouvez pas imaginer cela faisable. Alors, par rapport à ça, si nous voulons arriver à une indépendance, il faut bien se poser la question, qu'est-ce que nous voulons faire? Récemment, il y a 4-5 ans, il y a des jeunes de Zanzibar, des familles d'origine comorienne, spécialisées dans tout ce qui est système impôt en modèle informatique. Ils ont fait ça à Zanzibar. Zanzibar est en train de décoller. Ils ont voulu venir faire ça à Moroni. Ça n'a pas été possible. Ça ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout de leur projet. Nous avons cette difficulté-là de se dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir un développement. Mais ça, ce n'est pas le sujet de cette conférence. La conférence est de discuter aujourd'hui comment faire pour arriver à une indépendance. On va la faire. Mais aujourd'hui, c'était l'histoire de l'indépendance. Seulement, ce qu'on peut dire par rapport à cette interrogation, c'est que si nous voulons réellement arriver à l'indépendance, il faut d'abord une stabilité. Il faut un système qui fonctionne réellement. Ou, comme ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, aux Seychelles et à Maurice, c'est deux voisins qui sont en train de se développer. Seychelles, au moment de l'indépendance, nous, on leur avait envoyé des militaires, des enseignants. Il y a même un enseignant joannais qui est resté là-bas, qui est devenu maire là-bas aux Seychelles. Mais récemment, il y a eu des élections aux Seychelles et à Maurice. Le gouvernement a perdu les élections. Et pourtant, ce sont des pays qui se développent. Mais le gouvernement a perdu les élections, ils ont accepté qu'ils ont perdu les élections, et il n'y a pas de conflit. Nous, on est toujours dans le conflit sur qui veut garder le pouvoir, et non pas qui va pouvoir développer le pays. Et ça, j'ai dit, c'est un autre sujet, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je pense que... Moi, j'ai rajouté qu'on n'arrive pas parce que c'est toujours la France qui commande à ce moment-là. Ça, c'est... Donc, on ne peut pas Peut-être on aura l'occasion pour aborder ce débat. Je me rappelle qu'il y a Nafissa qui a posé une question. S'il y avait d'autres femmes dans le combat à part Sakina. J'allais oublier le point. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des femmes qui ont préféré les toilaka et accepté d'avoir des maris militants pour ne pas laisser leur combat.
Donc j'avais donné seulement l'exemple de Madame Sakina parce que je voulais mettre le fait que c'était pas pour avoir le pouvoir qu'elle menait ce combat. Mais il y a aussi, le nom ne me revient pas, il y avait même une infirmière en Tchoudjini qui a été non seulement pour l'indépendance, mais qui était à cette époque-là candidate aux élections législatives. Vous voyez que les femmes s'étaient déterminées à mener le combat. Et tu as oublié les Amazones aussi de la Lituanie, hein. Tous ces gardes-corps, c'était des femmes. Hein. Non, là, c'est après l'indépendance. Là, elle m'a demandé pour l'indépendance. Donc, il y a eu des femmes qui se sont engagées dans ce combat. Et à vrai dire, dans cette période où il y avait une forte répression, s'il n'y avait pas des femmes qui cachaient les militants, ils auraient été incapables de mener ce combat. Donc les femmes s'étaient réellement engagées dans ce combat. Mais ça, c'est dans l'histoire des Comores. Les premiers patriotes qui se sont battus pour l'indépendance, contre la colonisation. J'ai cité Massi, Mounsa, La Patiara, etc. Mais dans tous ces combats, il y avait toujours des femmes qui composaient des poèmes pour le combat politique, pour le refus de la colonisation. Dans l'histoire des Comores, ce sont les femmes qui ont fait le plus de poésie dans ces combats-là. Donc, j'espère que Madame va se décider à dire on prend le relais de l'histoire pour dire les femmes comoriennes. Quand j'étais en 68, il y a eu la grève. Les femmes comoriennes se sont lancées dans cette grève de 68. Il n'y avait pas encore beaucoup de femmes à l'école, hein, mais celles qui étaient à l'école se sont battues pour la grève de 68, de refuser d'être insultées par un journaliste qui disait qu'on est allé voler les morts. Alors que chez nous, les morts, c'est quelque chose de sacré. C'est important pour nous, la manière de gérer la mort. Je pense qu'on a répondu aux questions. Il y a une question qui n'est pas répondue, je vais répondre. Qui n'a pas été répondue par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'il y a toujours les mêmes qui arrivent, qui essayent d'aider, mais en fait, de l'autre côté, ils ne sont pas... Donc, moi, j'ai voulu profiter pour remercier d'abord les associations de la diaspora. Parce que j'ai les preuves, j'étais mère pendant 5 ans, et sans cet apport-là, on n'aurait pas pu mener les projets que nous avons menés. Notamment notre partenariat avec le 94, qui a accompagné nos mairies. Il ne faut pas oublier que pendant plusieurs années, c'est eux-mêmes qui payaient les salaires, qui donnaient 6 000 € aux maires pendant 5 ans de la délégation. Et ensuite, quand nous sommes arrivés au pouvoir, il y a eu beaucoup de délégations qui sont venues, notamment, comme a dit notre sœur qui est derrière, qui sont venues avec pour la première fois avec des députés, avec Stéphane Troussel qui a signé donc des engagements avec le gouvernorat de la Grande Comore. Donc il y a eu tout un travail. Alors pour revenir à tout ça, moi je voudrais dire aujourd'hui que si on attend que ça soit les gouvernements, je ne dis pas un tel régime ou un tel, parce que moi je ne suis pas dans la politique, mais si nous attendons que ça soit les gouvernements qui fassent développer le pays, ça ne se fera jamais. Le tout maintenant, c'est de réfléchir. Parce que moi j'ai remarqué que dans ce pays, il y a beaucoup d'enfants qui ont la volonté de revenir chez eux. Il y a beaucoup d'enfants qui ont fait des études, qui sont instruits, qui ont des capacités intellectuelles et des capacités morales pour pouvoir faire émerger le pays. Donc tout commencera par là. Tout commencera par une collaboration sincère et efficace et scientifique entre la diaspora et les enfants qui sont là-bas. Là, tout à l'heure, j'ai donné un exemple à monsieur l'ambassadeur. Il y a beaucoup d'enfants qui ont eu leur bac, qui ont fait des études supérieures. Et en ce moment, les parents ont tout sacrifié et ces enfants-là se trouvent sous les badaniers. Donc, il y a beaucoup de parents qui ont eu des AVC, entre parenthèses. Donc, l'initiative, moi j'ai une association que nous avons prise. Nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle une académie solidaire. Cette académie, nous sommes en connexion avec Siemens, c'est donc en Allemagne. L'objectif, c'est d'identifier dans nos régions des enfants qui ont des capacités d'apprendre des métiers scientifiques qui pourront aller apporter du savoir-faire, de la valeur ajoutée dans nos régions
pour qu'on puisse les faire d'abord sur place et après ces enfants-là, on les fera partir. Et c'est à partir de là, parce qu'un enfant qui est instruit, c'est un enfant qui n'acceptera ni la corruption, ni l'entraînement, ni faire tout pour son pays. Donc, je veux m'arrêter là. Mais l'espoir est permis. Donc, nous devons retrousser les manches et nous mettre ensemble pour envisager les Comores de demain. Merci. D'accord. Merci, Madame Sola. Pour permettre à l'ambassadeur de conclure, moi aussi, je vais profiter pour poser une question qui peut être à la fois une réflexion sociologique et politique. Vous avez parlé de la révolte de mars 68 où il y a eu des jeunes lycéens et collégiens qui se sont révoltés pour le bien de notre pays. Et aujourd'hui, quand je vois la jeunesse comorienne qui se désengage complètement, je me demande qu'est-ce qui a fait que en fait, des jeunes en 68 se sont révoltés et qu'aujourd'hui, il y a peu de jeunes qui se révoltent ou qui s'engagent politiquement. Voilà. Je dirais rapidement que en 68, c'est une révolte qui a été dictée par une insulte, mais c'est parce qu'il y avait aussi germé l'idée qu'on doit s'assumer dans notre pays et devenir indépendant. L'ouverture au monde n'était pas assez faite, mais j'ai dit qu'à l'époque, les gens essayaient de comprendre ce qui se passait au moins chez nos voisins. En Madagascar, en Tanzanie, au Kenya, où les gens se révoltaient. Donc la jeunesse, quand elle apprenait des choses, elle était dans l'attente, je dis bien dans l'attente de vouloir changer, et c'était une jeunesse qui était rassemblée. Parce que le lycée Segmont Métier, à l'époque, tous les enfants de l'archipel se retrouvaient dans le même lycée. Qu'ils viennent de Mayotte, d'Anjouan, d'Abrantes-Comores, de Moélie, c'était tous. C'était eux qui avaient les clubs de foot, c'est eux qui avaient les associations culturelles qui commençaient à démarrer, à naître. Donc ils étaient dans une volonté de changer quelque chose. Quoi, ils ne savaient pas encore très bien, mais l'idée du colonel Aoui est venue les dynamiser dans ce sens-là. Mais ça ne s'est pas arrêté en 68. Parce qu'entre-temps, il y a eu une évolution de ce qu'on appelait, dans notre époque à nous, le Msomonumen. Le Msomonumen, culture nouvelle, on veut un changement. C'était juste avant la révolution socialiste et juste après. Ça a été de cette période-là. Et il y a eu le moment Bob Denard. Lorsque Bob Denard a éliminé Ahmed Abdallah, bon, je résume là-dessus parce que il y a plein d'éléments là-dessus. Les étudiants qui étaient en Voni ont fait une manifestation pour refuser ce qui voulait être fait à la mosquée de Badjanani Moroni. Bob Denard était allé là-bas, les cheikhs allaient dire que bon, c'est pas lui qui a fait, on fait Itima et ça s'arrête là. Et la jeunesse de Voni est descendue jusqu'à Badjanani pour dire qu'il n'en est pas question. Il faut que Bob Denard s'en aille. Donc, la jeunesse était dans cette dynamique-là. Maintenant, ce qu'on constate, malheureusement, et là, je crois que Mme Sola a dit une partie des choses, c'est qu'il y a un élément qui est en train de pourrir le pays. Je dis bien le mot pourrir, et particulièrement la jeunesse, c'est ce qu'on appelle la corruption. Tout le monde veut avoir une vie au-dessus de ses moyens. On est en train de vouloir absolument soit tout faire pour avoir un billet partir, et même partir, prendre le risque de sa vie pour partir, ou bien gagner une vie sans mériter par le travail. On a ce problème-là. Et nous, peut-être diaspora, nous y contribuons d'une manière ou d'une autre. Nous contribuons parce que nous travaillons pour aider le pays à se développer, ou au moins nos familles à ne pas mourir de faim, d'assumer les choses, l'école, la nourriture, l'hôpital, etc. Ça, c'est un rôle que la diaspora assume. Mais en même temps, je dirais même particulièrement en Gazidja, on peut vivre au Comores, ne pas travailler et vivre comme si on était
en France avec des costumes et des belles chaussures et des belles ceci, cela, parce qu'il y a quelqu'un de la diaspora qui va vous les envoyer. Et si quelqu'un ne va pas vous les envoyer, ben vous allez accepter d'entrer dans un système de corruption et malheureusement aussi avec les trafics qui vont avec, le trafic d'humains ou même trafic de drogue sont en train de s'installer dans le pays. Mais j'ai dit, ça ce sont des sujets pour lesquels on ne peut pas passer rapidement. On les dit seulement comme ça mérite une conférence particulière. Ce qui est important, c'est que les Comoriens ont su se battre pour avoir leur indépendance. On a eu besoin de personne pour ça. Bien entendu, on a eu l'appui de la Tanzanie, comme ils ont appuyé tout le monde, mais personne n'est venu aux Comores pour se battre pour nous. Ce qui veut dire qu'on est capable de nous assumer. Par la suite, il y a la différence entre se battre contre une puissance étrangère et se battre contre nous-mêmes pour changer nous-mêmes. Mais ça, c'est ce que Dieu a dit. Il ne nous aidera pas à changer tant que nous n'aurons pas changé nous-mêmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous pour votre attention et merci à Monsieur l'ambassadeur d'avoir accepté notre invitation. C'était super intéressant. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fini. Vous restez. Pour cette riche intervention, très constructive. Là, nous allons passer à la projection pour rendre hommage vraiment.